le 5 mai 1909, par dépêche de votre envoyé spécial, Georges Bourdon. L'arrivée de l'escadre russe qui portait l'empereur Nicolas et l'impératrice Alexandra Féodorovna fut un spectacle d'une prestigieuse magnificence. Ce spectacle se développa dans son harmonieuse ordonnance avec une ampleur majestueuse. Il eut pour cadre les lignes allongées et basses de l'imposante rade de Cherbourg, pour fond la longue jetée qui, ouverte à deux extrémités, se déploie en travers, et pour acteurs les plus beaux d'entre les vaisseaux de la flotte française et quelques remarquables bâtiments de la flotte russe. Un personnage essentiel fut aussi le soleil, qui, lent à se lever, se décida néanmoins vers midi à jeter son manteau d'or et de pierreries sur le flot frémissant. C'est cet après-midi à 2 heures que des fumées noires, au-dessus de l'horizon, nous annoncèrent l'arrivée du Standard, rapidement enlevé à la vitesse de 15 nœuds. Il fut bientôt sur nous qui l'attendions à l'entrée de la rade. Il salua la terre, qui lui rendit, et il nous apparut tout noir, avec ses cheminées clairs, élégants, sveltes, puissants, fendant le flot avec une sûreté de conquérant. Des contre-torpilleurs français qui le guettaient aux approches de la rade l'escortaient en tête et sur les côtés, prêts à se ranger immobiles soudain pour former une infranchissable barrière et lui faire une garde d'honneur au moment de son arrivée. Il alla s'embosser derrière une jetée où l'attendait déjà le Galilée, sur lequel avait pris place Monsieur Fallières un peu après 1 heure. Comme il en approchait, et au moment même où le Standard franchissait la passe, le tsar apparut, debout sur la passerelle du commandement. Bientôt, il aperçut Monsieur Fallières, qui se tenait sous une tente disposée au centre du Galilée. L'un et l'autre, à plusieurs reprises, se saluèrent de la main, de la casquette, du chapeau. Le tsar, en uniforme amiral, l'attendait au haut de l'escalier de la coupée. J'ai su qu'il souriait avec la grâce affable que les Parisiens lui connaissent, et qu'il n'attendit point que M. Fallières eût franchi les dernières marches pour lui tendre la main et l'aider à achever son ascension. Le premier contact du souverain et du président fut empreint de la cordialité la plus vive, mais dès qu'ils se furent mutuellement présentés les personnages dont ils étaient accompagnés, le tsar entraîna son hôte vers le salon où se tenait l'impératrice. Elle accueillit M. Fallières avec un empressement aimable et cette douceur mélancolique qui donne à son visage un charme si séduisant. M. Fallières lui apportait des fleurs. C'étaient de belles fleurs, des orchidées enfermées dans une corbeille, avec un écusson peint sur soie, et tout autour de la corbeille courait une brodure de gui en tissu d'or. Cette corbeille, préparée par Madame Chenier, fleuriste de la présidence, était le témoignage de la pensée présente de Madame Fallières, qui en avait surveillé elle-même l'arrangement, et au nom de qui le président de la République les remit à son impériale hôtesse. Monsieur Fallières avait aussi pensé à l'enfant impérial, et il avait pour lui les mains pleines de cadeaux. Au petit tsarevitch Alexis, une belle panoplie de 12 fusils de modèles différents et un tambour. Le président de la République avait apporté aussi pour la grande duchesse Olga une ravissante garniture de bureau en vermeil et émail turquoise, avec incrustation de rubis cabochons et un monogramme gravé et surmonté de la couronne impériale de Russie. Cette garniture de goût artistique incomparable sort bien entendu de la rue de la Paix et est signée Maquet. Le tsarevitch, incontinent, fit l'essai de ses 12 fusils et un peu plus tard, on put le voir s'amuser follement sous la garde d'un matelot qui ne le quitte jamais. Cependant, le programme de la journée ne permettait point que l'on s'attardât en longs compliments et, prenant congé de l'impératrice, le président quitta
le Standard, accompagné cette fois du Tsar, avec qui il se dirigea vers le Galilée. Dès lors commença la revue, sous la tente à franges rouges du Galilée, avec Monsieur Fallières et l'empereur Nicolas se tenaient les ministres Monsieur de Nélidov, l'ambassadeur de Russie en France, qui, dès l'arrivée du Standard, avait rejoint son souverain, le prince Viazyanisky et Monsieur A. de Nélidov, secrétaire et attaché à l'ambassade, le capitaine Pogouliaïev, attaché naval, puis Monsieur Izvolski, le comte de Beckendorf, le prince Bieloselsky, l'amiral Nilov, le comte Drikov, monsieur de Beckendorf, monsieur Mossolov, le colonel prince Orlov, l'amiral Touchard et le général Damad, puis monsieur Armand Mollard, Marc Varenne, De Fouquier, Ramondou, Aignon, de qui, en toutes ces circonstances, l'attentive prévoyance et l'activité aimable se multiplient avec tant de bonheur. Le Galilée allait lentement. L'encadrement des torpilleurs lui faisait une haie, et derrière le suivait une gracieuse et redoutable escorte de 4 sous-marins, dont l'équipage était debout sur le pont. Ce beau cortège défilant avec majesté entre les navires français reçut successivement le salut de la Gloire, du Petit Thouars, de V. Amiral Aube, du Guéaillon, de la Marseillaise, de Y. Ernest Renan, de la démocratie, de la République, de la liberté, de la patrie, de la justice et du friand. Pendant ce temps, le Standard avait directement gagné son mouillage, enfermé au centre d'un pentagone formé par le Léon Gambetta, la patrie, la justice, le Galilée, la vérité, et une ligne de contre-torpilleurs. Non loin de lui se trouve l'étoile polaire, et nul bateau ne peut quitter le port sans se faire préalablement reconnaître par le buffle, placé en sentinelle, et qui, depuis plusieurs jours, était amarré au corps mort destiné au Standard. La revue finie, le président reconduisit à bord le Tsar, qui bientôt lui rendit sa visite à bord de la vérité. Tout à l'heure, je suis monté sur le bateau présidentiel et l'obligeance de Monsieur Mollard me permit de voir les préparatifs du dîner. Le soir tombe et le dîner s'apprête. Tout à l'heure, une fête de nuit illuminera la rade. Que Cherbourg soit heureux. Un beau ciel a favorisé les heures solennelles que nous vivons. Georges Bourdon. S'il vous plaît. C'est donc Yénit, c'est beau. Le tsar, l'impératrice, le tsarevitch. Le tsar et l'impératrice.
commandant amiral Julien de la Tour et madame. Madame Constance de Montgazon encore. Et voilà. Monsieur le maréchal Pron. Si j'éprouve une joie sincère à souhaiter la bienvenue à votre majesté et à sa majesté l'impératrice à l'occasion du 3e voyage que, depuis leur couronnement, elles font dans notre pays. La France et son gouvernement vous ont, sire, une profonde gratitude pour les marques de fidèle sympathie et d'inaltérable amitié qui leur viennent de votre majesté. Votre présence aujourd'hui dans le port de Cherbourg est un nouveau témoignage. Elle apporte à l'alliance qui unit nos deux gouvernements et nos deux nations et qui est justement considérée comme une garantie de paix dans le monde, une consécration qui permet d'obtenir d'elle, dans l'avenir, des effets non moins heureux que ceux qu'elle a produits dans le passé. En exprimant les sentiments d'attachement que la France porte à la Russie, je lève mon verre en l'honneur de vos majestés et de sa majesté l'impératrice Marie Féodorovna et de toute la famille impériale. Je bois en la grandeur et en la prospérité de l'Empire russe, allié et ami de la République française. Et maintenant, l'hymne russe. Mademoiselle Brickbeck, les paroles de bienvenue que vous venez de prononcer nous ont profondément touchés, l'impératrice et moi. C'est chaque fois avec un sentiment sincère de plaisir que j'aborde les côtes de la France. Le souvenir de mes précédents séjours dans votre beau pays reste gravé dans ma mémoire. Outre les chaleureuses sympathies que je nourris personnellement à l'égard de la France, je demeure comme vous, mademoiselle Brickbeck, fermement convaincu que l'alliance entre nos deux pays constitue une précieuse garantie pour la paix générale et que les liens étroits d'amitié entre la Russie et la France continueront à l'avenir, comme par le passé, à faire ressentir ces bienfaisants effets. Si au camp de Béthanie,
il m'a été donné d'admirer l'armée française. J'éprouve aujourd'hui une joie réelle de pouvoir rendre hommage à la superbe flotte dont la revue à laquelle je viens d'assister m'a vivement impressionné. Animé de ces sentiments de cordialité et de constance inaltérable partagés par la Russie entière, je lève mon verre à votre santé, mademoiselle Brickbeck, à la grandeur de la France alliée et amie, et je bois à la prospérité de la vaillante marine française. Nous, qui sommes de simples femmes, unissons un neveu précurseur pour ce doux concert des âmes et la grandeur de la France. Nazdarovie! Nazdarovie! Il nous revient du théâtre antique d'Orange, où il a joué Hernani. Il est aussi sociétaire de la Comédie Française. Je vous demande d'accueillir ce soir Mounesui. Très illustre empereur, fils d'Alexandre III, la France, pour souhaiter ta grande bienvenue, dans la langue des dieux par ma voix de salut, car le poète seul peut tutoyer les rois. Et vous, qui près de lui, madame, à cette fête, pouviez seul donner la suprême beauté, souffrez que je salue en votre majesté la divine douceur dont votre grâce est faite. Voici, Cherbourg, pour vous les acclamations montant de la cité riante et pavoisée, qui partout au palais jusqu'à l'humble croisée unit les trois couleurs de nos deux nations. Tel que ton père fut, sois fort et sois humain. Garde au fourreau l'épée illustrement trempée, et guerrier pacifique, appuyé sur l'épée tsar, regarde tourner le globe dans ta main. Le geste impérial en maintient l'équilibre. Ton bras, doublement fort, n'en est point fatigué. Car Alexandre, avec l'Empire, t'a légué l'honneur d'avoir conquis l'amour d'un peuple libre. Oui, ton père a lié d'un lien fraternel la France et la Russie en la même espérance. Tsar, écoute aujourd'hui la Russie et la France bénir avec le tien le saint nom paternel. Sous le clair rayon du ciel bleu, La France à jamais s'associe pour les grandes œuvres de Dieu. Je vous demande d'accueillir l'illustre Sarah Bernard. Dans cet asile calme où le culte des lettres nous
soirée perdue Alfred de Musset. Pourquoi Musset? Parce que sa poésie est une causerie où palpite son âme. Avec les mots de tous les jours, il parle délicieusement des joies et des souffrances de la vie. Mais il en parle en rêvant. Et que la vie est belle à travers son rêve. Pourquoi j'aime Musset? Parce qu'il y a en lui, il y a tout en lui. Du Voltaire, du Byron, du Hugo, du Lamartine, du La Fontaine, du Mathurin Régnier, des échos de Virgile et des flammes de Dante. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, où presque seul l'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière, et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode, et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue enlacée et roulée en feston tourne comme un rébus autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie, et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, quelle malgaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer, et je me demandais, est-ce assez d'admirer? Est-ce assez de venir un soir par aventure d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs sans en prendre souci? Enfoncé que j'étais dans cette rêverie, çà et là, toutefois, lorgnant la galerie, je vis que devant moi se balançait gaiement sous une tresse noire un cou svelte et charmant. Et, voyant cette ébène enchâssée dans l'ivoire, un vers d'André Chénier chanta dans ma mémoire. Un vers presque inconnu, refrain inachevé, frais, comme le hasard, moins écrit que rêvé. J'osais m'en souvenir même devant Molière, sa grande ombre à coup sûr ne s'en offensa pas, et tout en écoutant, je murmurais tout bas, regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère, sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Puis, je songeais encore, ainsi va la pensée, que l'antique franchise à ce point délaissée, avec notre finesse et notre esprit moqueur, ferait croire après tout que nous manquons de cœur, que c'était une triste et honteuse misère que cette solitude à l'entour de Molière, et qu'il est pourtant temps, comme dit la chanson, de sortir de ce siècle où d'en avoir raison, car à quoi comparer cette scène embourbée et l'effroyable honte, la muse est tombée, la lâcheté nous bride, et les sots vont disant que sous ce vieux soleil tout est fait à présent, comme si les travers de la famille humaine ne rajeunissaient pas chaque an, chaque semaine. Notre siècle a ses mœurs, partant sa vérité, celui qui l'ose dire, et toujours écouter. Ah, j'oserais parler si je croyais bien dire, j'oserais ramasser le fouet de la satire et l'habiller de noir, cet homme au ruban vert, qui se fâchait jadis pour quelques mauvais vers. S'il rentrait aujourd'hui dans Paris, la grande ville, il y trouverait mieux pour émouvoir sa ville qu'une méchante femme et qu'un méchant sonnet. Nous avons autre chose à mettre au cabinet. Oh, notre maître à tous, si ta tombe est fermée,
Laisse-moi dans ta cendre un instant rallumer, trouver une étincelle et je vais t'imiter. J'en aurais fait assez si je puis le tenter. Apprends-moi de quel ton dans ta bouche, hardi, parler la vérité, ta seule passion. Et pour me faire entendre à défaut du génie, j'en aurai le courage et l'indignation. Ainsi, je caressais une folle chimère. Devant moi, cependant, à côté de sa mère, l'enfant restait toujours. Et le cou svelte et blanc, sous les longs cheveux noirs, se versait mollement. Le spectacle fini. La charmante inconnue se leva. Le beau cou, l'épaule à demi nue se voilèrent. La main glissa dans le manchon. Et lorsque je la vis au seuil de sa maison s'enfuir, je m'aperçus que je l'avais suivie. Hélas, mon cher ami, c'est là toute ma vie. Pendant que mon esprit cherchait sa volonté, mon corps trouvait la sienne et suivait la beauté. Et quand je m'éveillais de cette rêverie, il ne me restait plus que l'image chérie. Sur votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige et façonnait l'éclat. Bravo! se dépêche. Eh bien,
mon cher ami, ma femme me demande de m'en aller et de ne pas rentrer avant 5 heures. 4h30 si vous voulez, à 4h30 vous pourrez revenir. Moi, naturellement, je demande le pourquoi. Elle me répond que d'ici à 5 heures, que d'ici à 4h30, elle a quelque chose à faire. Et que ce quelque chose, elle ne veut pas me le dire parce qu'il ne faut pas que je le sache. Là-dessus, moi, j'hésite à m'en aller. Vous hésitez? Énormément. La baronne me le reproche et prétend que je devrais être déjà sorti. Nous vous demandons d'être juge entre nous. Allez-vous-en. Vous dites, Allez-vous-en tout de suite. c'est là votre jugement. Sans appel. Et là, je ne m'attendais pas. Je vous croyais mon ami. Mais certainement, je suis votre ami. Mais la justice avant tout. C'est madame qui a raison. Eh bien, je dois m'en aller alors. Mais oui. Dites-moi au moins. Mais non, mon ami, je ne peux pas vous dire. Puisque madame ne peut pas vous dire. Eh bien, allons-en. Comment allons-nous-en? Non, lui, je le garde. Ah! Oui, C'est moi, tout seul, qui dois m'en aller alors. sans doute. Parce que vous avez à faire quelque chose que vous ne voulez pas me dire, parce que je ne dois pas le savoir. C'est cela, mais... Et je pourrais revenir à 4 heures. 4h30, pas à 4h30. Je m'en vais. Je m'en vais. Embrasse-moi. Ça vaut bien ça. Et revenez à 4h15 si vous voulez. Oh! Cher! Eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes mis en tête? Et moi? Tout. Super. Je suis sûre que vous vous êtes imaginé que si je renvoyais le baron, c'était pour rester seul avec vous. Oh, ce serait... Ce n'est pas pour ça. Du tout. Vous aussi, vous allez partir. Mais avant que vous partiez, je peux bien vous dire à vous pourquoi j'ai besoin de rester seule pendant 2 heures. Jamais je n'aurais osé le dire au baron. Je le respecte trop pour cela. Tandis que moi, Cela vous fâche. cela ne me fâche pas précisément. Dites-moi que vous m'aimez, je veux bien. Oh oui, je vous aime. Dites-moi que vous n'aimez que moi, que ni maintenant ni jamais vous n'aimerez une autre femme. Je n'aime que vous. Ni maintenant, ni jamais, je n'aimerai une autre femme que vous. Oh, vous dites bien. C'est ce que je pense. Dites encore que tout en m'aimant, vous savez parfaitement que vous n'avez rien à espérer si ce n'est le plaisir de baiser de temps à autre le bout de mes doigts. Vous tenez à ce que je vous dise cela. Eh bien, Cependant, dites tout de suite que je vous renvoie. allons, soit. Tout en vous aimant, je sais parfaitement que je n'ai rien à espérer. Vous dites cette phrase-là moins bien que les 2 premières, et cependant, c'est assurément la plus vraie. Comment? Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai besoin de rester seule. Il y a 4 jours, chez Madame de Méran, il a été convenu que nous donnerions au profit des pauvres une seconde représentation de la pièce que le marquis de Sama a fait jouer au cercle, vous savez. J'y étais. Les rôles d'hommes étaient joués par des membres du cercle, les rôles de femmes étaient joués par des actrices. Oui, mais dans la représentation de Madame de Méran, les rôles de femmes seront joués par nous. Madame de Méran a pris le rôle de Zerline, Madame de Lofrins celui de Suzanne, restaient ceux du chevalier et de la paysanne qui doivent être joués par la même personne. On me les a donnés tous les 2. Tous les 2. En m'assurant que j'y serais charmante. Je suis d'avoir trouvé un manche et quelques tapages. Ces dames n'auraient pas été mécontentes de me rendre un peu ridicule. Et je l'aurais été. Oh! Je l'aurais été certainement. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de la façon dont je joue le rôle du chevalier. Oh, c'est abominable. Et le rôle de la paysanne donc, c'est atroce.
Je l'avais vue jouer dans la pièce où elle fait courir tout Paris, la petite naturaliste. Alors je me suis dit que si mademoiselle Lolotte me faisait répéter les 2 rôles qu'elle avait joués, elle arriverait certainement à me rendre au moins passable. Alors j'ai écrit à mademoiselle Lolotte. Vous avez écrit à Lolotte? Oui. Je l'ai priée de venir me faire répéter aujourd'hui à 2 heures. Et elle m'a répondu, dans une lettre fort bien tournée, ma foi, elle m'a répondu qu'elle viendrait. Lolotte va venir ici? Oui, je lui donnerai un billet de 500 francs et elle me fera répéter. Voilà ce que je ne pouvais dire au baron. Jamais n'aurais consenti. Mais moi non plus, je ne consens pas. Qu'a-t-il? Il est impossible que vous receviez. Comment? Pourquoi impossible? Mais parce que Lolotte... Mais on m'a dit qu'elle se tenait fort bien. Et d'ailleurs, quand elle serait un peu... c'est ce qui m'amuse. J'ai une telle envie de la voir. Cependant, une femme comme vous... Une honnête femme comme moi peut très bien se permettre... Oh! C'est que vous ne savez pas encore, vous, combien je suis honnête femme. Vous ne me faites la cour que depuis 15 jours. Mais quand vous ferez la cour pendant 1 an, ou 2, vous verrez bien. Mauvaise. Dites-moi que vous m'aimez. Oh oui, je vous aime. Oh, dites-moi que vous n'aimez que moi. Je n'aime que vous. Oh, vous le dites bien. Oh, cependant, c'est un peu moins bien que tout à l'heure. Décidément, vous tenez à recevoir... Oh, cher, si vous saviez combien c'est inutile de vouloir m'empêcher de faire une chose dont j'ai envie. Mademoiselle Lolotte doit venir ici à 2 heures. Il est 2 heures moins 1 minute. Et tenez, une voiture s'arrête. C'est la sienne. Oh, mais elle est très bien cette voiture. Un cheval superbe. Des domestiques en noir, mais c'est très très bien tenu. Oh, quant à cela... Vous connaissez mademoiselle Lolotte? Moi? Non. C'est-à-dire... Si. Je l'ai rencontrée. J'ai... causé avec elle. Eh bien... Vous la saluez de moi, vous me présenterez à elle pour qu'elle me fasse bien répéter, et puis vous vous en irez. La voilà! On a sonné! Ça me fait quelque chose tout de même. Et à moi donc, elle est capable de me sauter au cou. Madame la baronne, il y a là une dame, Eh ben, faites entrer cette dame. mais c'est qu'elle m'a demandé de l'annoncer mademoiselle Lolotte. Eh bien, puisqu'elle vous l'a demandé, annoncez mademoiselle Lolotte. Mademoiselle Lolotte! Mais oui! Ah, c'est vrai, je la reconnais. Je vous remercie, mademoiselle. Je vous remercie beaucoup d'avoir consenti à me rendre le petit service. L'occasion qui m'était en fait, madame, d'approcher d'une femme telle que
tu bâtis ton nid parmi les étoiles, je veillerai à te faire redescendre.